En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous rendre sur soutenir.rc.fr ou à nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. Et de surcroît, tous vos dons sont déductibles des impôts aux 2/3 si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu. Ainsi que, en ce moment, notre marathon du don. C'est le marathon du don, c'est la petite période de l'avant de Radio Courtoisie, et un généreux mécène va doubler tous vos dons. Donc si vous donnez, mettons 50 €, il ne vous en coûtera jamais qu'un tiers de la somme, et en plus ces 50 € seront doublés par ce généreux donateur. Donc à vos petites bourses, chers auditeurs, si vous pouvez vous le permettre, pour aider à soutenir Radio Courtoisie. Tout de suite, notre retour sur l'actu. Nous allons nous demander en fait ce qu'il en est des Covid longs et des effets indésirables des vaccins, et comment se sortir de ces ornières, en compagnie de Jean-Marc Sabatier, qui est directeur de recherche au CNRS, également docteur en biologie cellulaire et en microbiologie, spécialiste des vaccins et des thérapies à base de protéines modifiées. Bonjour Jean-Marc Sabatier. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs. Merci. Alors, je rappelle également que vous avez co-signé un ouvrage intitulé « Covid long et effets indésirables du vaccin » aux éditions Guy Trédaniel. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet, mon cher Jean-Marc Sabatier, car le temps nous est compté. Qu'est-ce qu'un Covid long, en fait, et quels sont les effets indésirables du vaccin ? Pourquoi y a-t-il des effets indésirables ? Qu'est-ce qu'un Covid long, pour commencer ? Alors, un Covid long, en fait, c'est une personne qui souffre encore de symptômes, en fait, post-Covid, que ce Covid long provienne donc d'une infection naturelle au virus SARS-CoV-2, voire dans certains cas d'une vaccination, puisque la protéine spike vaccinale est capable de reconnaître le récepteur ECA2, qui est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2, et qui est en fait la cible de la protéine spike du virus SARS-CoV-2. D'accord, donc en fait, on souffre du même genre d'effets indésirables, que l'on ait un Covid long, ou alors qu'on ait mal réagi au vaccin, c'est ça, aux injections vaccinales. C'est-à-dire qu'on fasse un Covid long infectieux, donc issu d'une infection au virus SARS-CoV-2, ou un Covid long suite à une injection vaccinale, quelque part ça revient au même, puisque dans les deux cas, c'est un dérèglement d'un système ubiquitaire qui est enzymatique et hormonal, qui s'appelle le système rénine-angiotensine, et qui sert à faire fonctionner tous nos organes de l'organisme. Le SRA, c'est ça, hein ? Oui, le SRA, c'est le système rénine-angiotensine qui pilote en fait le fonctionnement de nos organes. D'accord. Alors, puisque vous avez un peu travaillé le sujet, c'est le cas de le dire, est-ce que vous pouvez nous donner à peu près une idée du taux d'incidence de Covid long et du taux d'incidence d'effets indésirables du vaccin ? Oui. Alors, les Covid longs, ça représente plus de 2 millions de personnes en France. C'est énorme. Et, en Europe, c'est à peu près 34 millions, puisque les chiffres ont été actualisés. C'était initialement 7 millions, maintenant on est passé à 34 millions. Et à peu près 65 millions dans le monde. Donc, l'incidence est élevée, oui. Et pour les effets indésirables du vaccin ? Alors, pour les effets indésirables du vaccin, d'après les retours, moi, que j'ai d'associations de Covid long, ça représente à peu près une personne sur deux qui aurait en fait des symptômes vaccinaux, Covid, mais post-vaccinaux, oui. D'accord. C'est à peu près une personne sur deux. Alors évidemment, les personnes peuvent avoir été infectées par le virus, puis avoir évidemment reçu aussi des injections vaccinales. Oui, alors du coup, voilà, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre les deux ?
Parce que certaines personnes n'ont pas été infectées et ont D'accord. juste été injectées, a reçu Mm. un vaccin, par exemple, à ARN messager, et a eu des symptômes Covid peu après. Donc les symptômes Covid arrivent justement parce que, si vous voulez, la protéine spike vaccinale peut déréguler le système rénine-angiotensine et donc finalement aboutir à des pathologies qui sont strictement comparables en fait aux pathologies qu'on a lorsqu'on est infecté par le virus, hein. D'accord. Alors, C'est-à-dire, du coup, finalement, comment est-ce qu'on peut reconnaître les symptômes de Covid long et d'effets indésirables du vaccin? Peut-être que des gens ouais, en souffrent sans le savoir. quelque part, ils sont indistinguables, hein, puisque dans tous les cas, le système qui est dérégulé, c'est le système rénine-angiotensine Mhm. qui est présent absolument dans tous les organes. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on observe une très grande variété de symptômes post-Covid, hein, pendant le Covid long, puisqu'on peut avoir des troubles neurodégénératifs, on peut avoir donc des problèmes neurologiques, on peut avoir des troubles gastro-intestinaux, cardiovasculaires, on peut avoir aussi, à plus ou moins long terme, de l'auto-immunité et des cancers. D'accord. Ce système, Les fameux turbocancers dont on entend parler un oui. peu partout en Alors, ce en moment. fait, si vous voulez, le système rénine-angiotensine, il pilote les fonctions automatiques rénales, pulmonaires, cardiovasculaires. Il pilote l'immunité innée et il pilote aussi les différents microbiotes. Et notamment, ce système rénine-angiotensine contrôle la différenciation et la multiplication cellulaire. Et donc, quand il est dérégulé, ça entraîne une dérégulation en fait de la multiplication cellulaire qui peut entraîner donc une prolifération des cellules. Et en fait, c'est le cancer, hein. C'est une Mm. prolifération anarchique Elle des est- cellules. Et le système immunitaire est dépassé, puisque je crois que normalement ce sont les lymphocytes T8 cytotoxiques qui régulent, enfin empêchent le développement anarchique de ce genre de cellules. Ah ben, il y a toute l'immunité, hein, qui intervient. Il y a l'immunité innée et puis il y a l'immunité adaptative ou acquise, hein, qui intervient. Alors là, le système rénine-angiotensine contrôle l'immunité innée. D'accord. L'immunité innée, ce sont les monocytes, ce sont les macrophages, les cellules dendritiques, tous les granulocytes, donc éosinophiles, basophiles, neutrophiles, les mastocytes et les cellules natural killer. Et l'immunité adaptative, c'est les lymphocytes T dont Mm. vous parlez, il y a Mhm. une famille de lymphocytes T dont vous parlez, c'est les CD8 cytotoxiques Mhm. sont dressés donc à s'attaquer aux cellules qui vont exprimer un ou plusieurs antigènes microbiens à leur surface. Et puis, il y a les lymphocytes aussi CD4 toxicaires, ceux qui coordonnent la réponse immunitaire. Et parallèlement, vous avez aussi les lymphocytes B qui appartiennent à cette immunité adaptative, Mhm. qui, eux, produisent en fait les anticorps, notamment les anticorps neutralisants, mais pas que. Ils peuvent aussi produire des anticorps facilitants et faciliter l'infection, notamment lorsque plusieurs injections vaccinales ont été reçues donc, par l'hôte. D'accord. Alors, une question aussi qui se pose finalement, c'est que, bon, que les gens souffrent de ce qu'on appelle le Covid long. Bon, ils ont attrapé la maladie et bon, à la limite, bon, bah, c'est triste, mais ça se comprend, ça se conçoit. Mais comment se fait-il qu'on ait autant de personnes qui souffrent d'effets indésirables des injections vaccinales? Eh ben parce que en fait, c'est pas un vaccin. C'est-à-dire que celui-là, il a vraiment un problème. La technologie n'est pas au point. La technologie des ARN messagers n'est pas au point. Et puis, la grosse erreur qui a été faite, c'est que la protéine spike vaccinale, hein, celle qui est produite par les vaccins ARN messagers, donc le Spikevax de Moderna et le Comirnaty de Pfizer-BioNTech, Mhm. eh ben, c'est une protéine, ça correspond en fait à une protéine spike vaccinale qui a été modifiée en deux positions, position 986-987, alors que la protéine spike fait 1273 résidus d'acides aminés. En Mhm. fait, ils ont modifié donc deux de ces acides aminés, ils ont mis des prolines, et ce qui se passe, c'est que la protéine spike vaccinale est capable de reconnaître le récepteur ECA2. Et normalement, si c'était un bon vaccin, elle n'aurait jamais dû être capable de reconnaître le récepteur qui est ciblé en fait par le virus. Parce que du coup, en se fixant sur le récepteur ECA2, ce qui est fait, c'est que ça va gêner la dégradation d'une hormone, qui est l'angiotensine 2, Mhm. et cette hormone va être en excès, hein, puisque normalement, elle est dégradée par un récepteur qui est ciblé par la protéine spike, soit virale, soit vaccinale. Et donc, l'excès de cette angiotensine 2, donc de cette hormone qui est très active, va suractiver un récepteur qui s'appelle AT1R et qui est très délétère, puisque ce récepteur suractivé, justement, provoque une vasoconstriction, provoque une inflammation, provoque un stress oxydant, ça provoque des thromboses aussi, ça provoque une hypoxémie, une hypoxie, ça peut provoquer une fibrose, ça peut provoquer une hypertrophie et ça fait chuter le monoxyde d'azote qui est impliqué donc, dans des tas de phénomènes immunitaires, inflammatoires et également dans la vasodilatation.
Donc, ça peut faire des tas de troubles. Et notamment, si vous voulez, quand vous avez une suractivation de ce récepteur, vous avez 4 phénomènes qui sont décrits. Il y a un syndrome d'activation macrophagique qui est très délétère, hein, puisque là, c'est les cellules, les macrophages, en fait, des cellules de l'immunité innée qui s'attaquent aux cellules sanguines, donc aux globules rouges, aux globules blancs et aux plaquettes sanguines. Vous avez un deuxième phénomène qui est le SAMA, qui est le syndrome d'activation mastocytaire. Et donc là, ce sont des mastocytes qui sont également des cellules de l'immunité innée qui sont dysfonctionnelles et qui se mettent à dégranuler des substances alors qu'elles ne devraient pas le faire, par exemple de l'histamine, mais aussi des prostaglandines, des leucotriènes, des tryptases, enfin tout un tas de molécules. Et puis, vous avez un troisième phénomène qui est induit en fait par une suractivation de ce récepteur AT1R qui est délétère, qui est le SIBO, c'est la pullulation des bactéries du côlon dans l'intestin grêle. Mais vous pouvez en parallèle avoir un SIFO, c'est-à-dire une pullulation en fait des champignons dans l'intestin grêle. Vous pouvez avoir un LIBO, c'est-à-dire une pullulation des bactéries en fait dans le côlon, hein, c'est-à-dire dans le gros intestin. Vous pouvez avoir une pullulation aussi dans les intestins des archers, qui vont être responsables du côlon irritable. Et puis, il y a un quatrième phénomène qui va être l'hypokaliémie, qui va donc être induite par la suractivation de ce récepteur. Et cette hypokaliémie, c'est un déficit de potassium en fait dans le sang et qui est responsable de tas de troubles, notamment du syndrome de fatigue chronique, hein, qui est l'encéphalomyalgie, et également de paralysie, hein, donc de divers types de parésie. Donc, vous voyez que c'est très délétère pour l'organisme. Oui, parce que le potassium est utilisé par pour le transfert de l'influx nerveux, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui, pour l'influx nerveux, oui, participe avec. Oui, il participe. Oui, il y a une dépolarisation Mais, avec le sodium qui rentre, et puis il y a une sortie de potassium qui repolarise la cellule. mais alors, euh, ça, c'est à cause donc des vaccins de type ARN messager parce qu'on ne maîtrise pas cette technologie. Mais Oui. il y a d'autres vaccins, il y a le Johnson Johnson, il y a l'AstraZeneca qui, eux, ne sont pas à base d'ARN messager ou ARN modifié plutôt. Donc, Oui. comment se fait-il qu'il y ait également des effets indésirables avec ces vaccins-là? Alors, il y a des effets indésirables parce que ces effets indésirables, ils sont dus, entre autres, à la présence de la protéine spike. Or, que ce soit des vaccins inactivés, comme le Sinopharm ou le Sinovac, enfin dans le cadre des vaccins chinois, que ce soit l'AstraZeneca ou le Janssen, enfin à base de virus atténués, on a toujours le même problème, c'est-à-dire qu'on retrouve toujours la protéine spike. Et il y a des pathologies qui sont directement liées à la présence de la protéine spike, qu'on appelle justement des spikopathies. D'accord, comme les Alors, ce qu'il faut thromboses, ce genre savoir, de c'est que choses. ces effets secondaires, on les voit beaucoup avec les vaccins ARN messagers, enfin les injections vaccinales, hein, parce qu'en fait, c'est plus une thérapie génique qu'un vaccin, tout simplement parce qu'il y a énormément de protéines spike produites. Alors pourquoi? Parce que lorsqu'on vous injecte le vaccin Comirnaty Mhm. de Pfizer-BioNTech, on vous injecte pour la forme adulte 30 microgrammes d'ARN et ça correspond à 14 000 milliards de molécules d'ARN. Et quand c'est le Spikevax de Moderna, on vous injecte 100 microgrammes pour la forme adulte, ce qui correspond à 47 000 milliards de molécules d'ARN. Donc c'est énorme. Ça veut dire que la quantité de protéines spike qui va être produite après une injection vaccinale des vaccins de Pfizer ou de Moderna, eh ben, la quantité de protéines spike va être énorme et très très supérieure à celle à la protéine spike en fait produite lors d'une infection naturelle. D'accord. Donc c'est pire que tout, en fait, finalement. Donc c'est pire que tout. En plus, on maîtrise rien parce qu'on ne va pas maîtriser la quantité donc, de protéines spike que va produire l'organisme, hein, puisque chaque organisme va réagir différemment à l'injection d'ARN messager. Il y en a qui vont en produire beaucoup plus que d'autres. Ça veut dire qu'ils vont produire beaucoup plus de protéines spike hein, suite à une Mhm. injection Mhm. pour une même dose d'ARN messager. Certaines personnes vont produire beaucoup plus de protéines spike. En plus, il y a des problèmes, c'est qu'on ne sait pas où vont ces ARN messagers. Hein, puisqu'ils sont dans une gangue de nanoparticules lipidiques. Hein, c'est constitué de cholestérol, de phospholipides, de lipides pégylés et de lipides cationiques. Mais on ne sait pas où ils vont, c'est-à-dire qu'ils sont captés par plein d'organes. On sait que ça va dans les organes reproducteurs, que ça peut passer un petit peu dans des organes assez inattendus, voire même dans le cerveau. Et donc, il y a des effets délétères qui sont décrits également pour ces nanoparticules lipidiques. Et puis, on ne connaît pas bien la production donc, de ces protéines spike. On ne connaît pas la demi-vie aussi de ces ARN messagers. Parce que contrairement à ce que les gens pensent,
c'est que ces ARN messagers vaccinaux n'ont strictement rien à voir avec des ARN messagers normaux. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont été entièrement modifiés. Une structure d'un ARN messager vaccinal n'est pas du tout la même qu'un ARN messager normal. Et notamment, dans les vaccins Pfizer et Moderna, ils ont substitué un des 4 nucléotides par un dérivé de nucléotide qui est la méthyl-1-pseudoïridine. Et on sait depuis longtemps, et plus précisément depuis le 6 décembre 2023, justement, que la substitution des uridines par des dérivés méthyl-1-pseudoïridine entraînait justement des décalages du cadre de lecture de +1. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les auditeurs? Ça veut dire que quand la machinerie de traduction cellulaire, donc les ribosomes, sont capables donc de traduire l'ARN messager vaccinal, il va se tromper puisqu'il ne va pas bien reconnaître ce dérivé de nucléotides. Et comme il ne le reconnaît pas bien, il va sauter le cadre de lecture de +1 et ça va entraîner un décalage du cadre de lecture puisque le ribosome lit des triplés et ça va se traduire en fait par l'incorporation d'acides aminés qui n'ont strictement rien à voir avec la protéine spike. Donc en fait, lors de la traduction d'un ARN messager vaccinal, vous allez avoir la production d'un tas de molécules, d'un tas de protéines, dont beaucoup sont inconnues justement du fait de ce décalage du cadre de lecture. Des protéines finalement chimériques, finalement. Oui, en fait, ce ne sont même pas, disons, des génériques, ce sont des molécules inconnues. Ce sont des molécules inconnues parce qu'à chaque fois, vous savez, il y a 4300 nucléotides dans un vaccin ARN messager qui va coder pour la protéine spike. Donc, ça veut dire que vous avez 300, 400 uridines statistiquement qui se promènent et elles sont toutes modifiées par des dérivés méthyl-1-pseudoïridine. Ça veut dire qu'à chaque lecture de ce dérivé de nucléotide, il peut y avoir une erreur. Donc, vous voyez que la quantité de protéines inconnues qui peut être fabriquée est absolument phénoménale. Oui, voilà. Et ces protéines-là vont stimuler le système immunitaire aussi. En plus, oui. C'est-à-dire que le système immunitaire va se mobiliser contre ces protéines et ça peut avoir des répercussions très importantes sur l'organisme puisqu'il peut y avoir une immunité croisée, c'est-à-dire que le système immunitaire va être capable donc de produire par exemple des anticorps ou des cellules cytotoxiques qui vont s'attaquer donc à ces protéines inconnues et par exemple des anticorps dirigés contre une protéine inconnue va pouvoir reconnaître une protéine du soi, que ce soit une hormone ou une autre molécule qui a forcément une importance dans l'organisme, et ça peut induire des maladies auto-immunes. D'accord. Et ça peut induire aussi des cancers. Entendu. Voilà. Alors, en 2 minutes, très rapidement, est-ce qu'on peut se sortir de cette ornière? Est-ce qu'on peut se sortir, guérir d'un Covid long? Est-ce qu'on peut se sortir des effets indésirables des vaccins? Et si oui, comment? Est-ce qu'on... Oui. Alors, on peut se sortir donc des effets indésirables d'un vaccin, donc du Covid long, on peut. C'est plus facile de se sortir d'un Covid long quand c'est un Covid long qui est récent, notamment qui a que quelques mois. Après, c'est plus difficile quand c'est un Covid long qui est bien établi, parce qu'il y en a qui ont des Covid longs depuis 2 ans, 3 ans, et là, c'est plus délicat. Il y a certaines personnes qui répondent très bien au traitement, d'autres où c'est déjà plus délicat. En fait, pour s'en sortir d'un Covid long, déjà, il faut avoir un taux plasmatique de vitamine D qui est élevé. Il faut être au-dessus de 50 nanogrammes de calcidiol par millilitre. Alors, la vitamine D, elle est très importante parce qu'elle agit étroitement avec le système rénine-angiotensine qui est dérégulé par la protéine spike naturelle ou vaccinale. Donc, il est très important d'avoir un taux de vitamine D donc supérieur à 50 nanogrammes de calcidiol par ml. Alors, avec cette vitamine D, il faut prendre de la vitamine K2 qui gère l'homéostasie au calcium, parce qu'en cas d'hypervitaminose D, en fait, c'est un dépôt de calcium sur les tissus mous, c'est pour ça qu'il faut de la vitamine K2. Il faut également du magnésium, parce que les 2 enzymes qui transforment la vitamine D3, qui est inactive, en calcitriol, qui est bioactif, ces deux enzymes, c'est la 25-hydroxylase et la 1-alpha-hydroxylase, qui est donc hépatique et rénale, elles ont besoin de magnésium donc, pour fonctionner. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de magnésium, ce qui est le cas de 80% des personnes, à ce moment-là, la vitamine D3 qui est inactive ne peut pas être transformée en calcitriol bioactif. D'accord. Il faut également du zinc, notamment la vitamine D active donc des gènes, et pour activer des gènes, elle utilise des facteurs de transcription qui utilisent le zinc. Et donc, il faut prendre une supplémentation en zinc. Généralement, c'est entre 10 et 40 mg. Donc, l'idéal, c'est 25 mg. Donc, ce zinc est très important, d'autant plus que 15% à peu près des personnes manquent de zinc. Après, il faut des antioxydants.
Donc, par exemple, du N-acétylcystéine et ou du glutathion, hein, qui ont des propriétés redox. Et il faut également de la vitamine C, hein, de l'acide ascorbique. C'est bien de coupler ces deux antioxydants parce que les radicaux libres qui vont être générés lors d'un dérèglement du système rénine-angiotensine, ça va être neutralisé donc, par ces antioxydants, hein, puisqu'il y a une enzyme qui est une NADPH oxydase qui va être activée, qui s'appelle NOx. Mhm. Il faut également du sélénium. Idéalement, il faut rajouter de la taurine, qui va être très très bonne donc, pour le fonctionnement du système nerveux et du système cardiovasculaire, hein, notamment c'est impliqué Mhm. dans la dégradation, enfin émulsification des lipides, la digestion des lipides. Il faut donc parallèlement des oméga 3. Idéalement, si on a une forme sévère de Covid long, il faut également un complexe de vitamine B, hein, puisque lorsqu'il y a un dérèglement du SRA et qu'il y a un SIBO, par exemple, il y a une dérégulation des bactéries Mhm. commensales, c'est un grêle qui nous produisent justement les vitamines B, les vitamines K, donc on est en carence Mhm. si on a un dérèglement du SRA. Et puis, il faut aussi de l'iode. De l'iode parce qu'on voit une grosse chute d'iode chez les patients justement qui souffrent de Covid long plus ou moins sévère. Très bien. Bah, écoutez, Et merci. Ah oui, il y a encore autre chose? Il manque quelque non, chose? il y a d'autres molécules d'intérêt, mais disons que il y a Celle-là, des ça devrait médicaments suffire. Ça, c'est déjà un ça bon sont des début. suppléments, oui, des compléments alimentaires. Parfait. Merci infiniment, Jean-Marc Sabatier. Je rappelle aux auditeurs que Oui, vous je êtes vous remercie. directeur de recherche au CNRS, docteur en biologie cellulaire et en microbiologie, spécialiste des vaccins et des thérapies à base de protéines modifiées, et que vous avez co-signé un ouvrage passionnant que je recommande aux auditeurs, qui s'intitule Covid long et effets indésirables du vaccin, aux éditions Guy Trédaniel. À bientôt au micro du RC Mag. Merci à vous. Je vous remercie. Au Et revoir. merci aux auditeurs. Au revoir. Chers auditeurs, restez bien avec nous. Dans un instant, le libre journal de la résistance française, et à mercredi prochain pour un nouveau RC Mag. Bon bah merci. Alors là, on est